On est, alors, ce que André Souris appelle, on est dans l'univers des théories informationnelles de la décision. Complètement. Et lui positionne par rapport aux théories informationnelles de la décision, les théories décisionnelles de la décision. Et donc, tu aurais tendance à souscrire sur l'idée de penser la décision dans un univers d'une théorie décisionnelle de la décision et non pas informationnelle. En d'autres termes, il n'est pas question de ne pas s'informer pour décider, mais la séquence de référence n'est pas je m'informe pour décider. Je crois que le Pentacle le montre très bien. Hein. C'était que, oui, je vais arbitrer, je vais me souvenir aussi où me dit mon point de la mémoire, ou alors c'est l'information, on s'informer pour la mémoire, bon, de toute façon. Mais l'idée de s'informer pour décider, je peux décider et m'informer de manière complémentaire. Ça veut dire qu'en fait, si je vais chercher à m'informer pour décider. Bon, je vais avoir une partie de l'information que je vais traduire d'une certaine manière au moment où je vais faire des choix. Ces choix, je viens les mettre en œuvre. Comment se fait-il qu'on ne s'intéresse jamais à la mise en œuvre des choix? Comment se fait-il qu'on sache expliquer pourquoi il y a erreur, mais qu'on ne sache pas vraiment expliquer quelle est l'erreur, ou s'il y a vraiment erreur? C'est quand même curieux cette histoire-là. Donc ça veut dire que l'information ne s'arrête pas à un moment donné. Pourquoi est-ce que je le fais? Développer le temps de la recherche d'information avant la décision. Pourquoi je ne m'intéresse pas non plus à la suite des choses? Pourquoi je coupe le processus à ce moment-là? Et pourquoi je ne m'intéresse pas non plus aux informations qui sont disponibles quand je passe à l'action, si je passe par l'action avant la décision, en passant, et aussi l'interprétation que j'aurai de mes propres faits. L'information, c'est pas un signal univoque. L'information, elle s'interprète. Alors, je dirais pour reprendre deux références, celle de Simon avec la boucle information-décision, information-décision et récupération des informations sur les effets de décision. Il y a un miroir, donc évidemment quelque part la limite est plus je m'informe, meilleur peut-on penser sur la qualité de la décision. Mais comme on ne peut pas tout savoir, cette question de la qualité de la décision reste ouverte, encore qu'on puisse y répondre par une augmentation considérable des informations récupérées et traitées, d'où évidemment voilà, le tata déluge, je dirais à un autre collègue qui fréquente notre groupe aujourd'hui. Et puis, l'autre perspective, c'est celle de Mark Spellman, à l'information, un signal. Donc là, on peut éventuellement rester dans la boucle. Et curieusement, enfin pas curieusement, comme toi, ils disent un signal, un symbole. Alors, Anne, marchienne, simonienne ou marchésienne? Marchésienne, je suis obligée de persister signer. Il y a plusieurs choses là, il y a vraiment plusieurs choses dedans. Moi, je pense, j'essaie de développer une méthode pour montrer qu'il ne faut pas chercher à avoir l'information pour de l'information. Oui, il faut chercher à avoir l'information, mais il faut chercher à naviguer. On a une inversion. On était dans une logique de monde à l'information pauvre. Maintenant, on est dans une logique de monde à l'information pléthorique. Quel est le problème? C'est pas d'amasser de l'information, c'est de canaliser les informations pertinentes pour la décision. C'est pas pareil. La décision, c'est un choix. Donc, on est plutôt dans une logique de réduction, à mon sens, que dans une logique d'augmentation. Première chose. Deuxième chose, si c'est pour décider, on oublie une chose, c'est que décider et agir vont ensemble. Donc, il s'agit peut-être autant de gagner de l'information au fur et à mesure du moment où on agit. Chose qui est, on va dire, on va revenir pour la décision, parce qu'on est toujours dans le même but. Mais le fait d'agir, créer lui-même une autre décision, éventuellement d'un autre ordre. Il va y avoir des irréversibilités qui vont se produire. Et ça ne sera plus du même ordre. Là, cette boucle-là, elle est cassée. Et j'irai plus loin encore. Simon, quand il dit, en fait, quand on fait des décisions, finalement, la grande décision, elle finit par s'imposer parce qu'on se coupe des possibles, on se réduit des possibles. Mais moi, je dirais le contraire. Je dirais strictement le contraire. Parce que quand on agit au fur et à mesure, d'accord, on se coupe des possibles théoriques, mais le seul moyen de se créer des nouveaux possibles pratiques, c'est justement par l'action. C'est pas en convergeant, c'est en commençant à faire des choses, des petites choses, et à ce moment-là, d'autres choses s'ouvrent. D'autres choses se présentent à nous. Testez-le dans votre vie. Si vous avez des problèmes décisionnels, commencez à agir un petit peu. Et à ce moment-là, curieusement, des informations auxquelles on n'avait pas pensé commencent à se présenter. Donc, j'ai la position strictement inverse que je défends,
qui est qu'au contraire, il faut, oui, on va réduire le cône des possibles théoriques, mais en même temps, mais si on agit, on va ouvrir le cône des possibles pratiques. Donc on va passer dans d'autres mondes et on retrouve le coup des reflets. D'accord. Tu as finalement deux arguments importants qui structurent ton essai sur la décision. Ce que je vais appeler une perspective naturaliste de la décision, c'est-à-dire la décision dans le corps. On connaît ça assez bien en éthologie. En éthologie, on étudie par exemple comment les animaux font pipi et caca, et ils ne font pas par hasard. Et donc quelque part, nous non plus, sur cette dimension-là. On nous dit, je n'ai pas essayé, d'expérimenter, mais si vous avez envie de faire pipi et puis il y a des rues à traverser, normalement, ça doit vous couper l'envie. Comme, on peut le dire comme ça, c'est-à-dire que dans cette logique naturaliste d'un monde avec des prédations, des prédateurs, etc., vous avez toute une perspective, donc les neurobiologistes commencent à décoder, toute une perspective d'un naturalisme de la décision incarnée dans le corps, au sens premier. Et puis, tu as une deuxième perspective, avec mythe et symbole, qui est, figure mythe et symbole, qui est une logique de la décision. Et donc, évidemment, tu nous fais un cocktail, une vinaigrette, puisque je prends deux ingrédients de nature différente, c'est pour ça que je le dis comme ça, entre une perspective naturaliste de la décision et une perspective logique de la décision. C'est ce que j'ai lu, donc deux possibilités, je peux avoir mal lu, mais dans ce cas-là, tu me le dis. Pourquoi ou alors, si j'ai lu comme ça, par quel subterfuge réussis-tu à tresser une perspective naturaliste de la décision, une perspective logique de la décision? Bon, alors bien que je n'ai pas le terme subterfuge, je vais répondre à la oui, dans le subterfuge parce que dans la deuxième. D'ailleurs, on a souligné que cette approche, il a bien raison. Enfin, c'est logique. Ce qu'il dit est complètement logique. Ce qui m'a frappé là, le subterfuge, c'est quoi? C'est de m'être rendu compte soudainement que l'intentionnalité n'est pas unique. Elle est on est pas mieux. Alors, je vous ai donné, et alors tu vas voir, tu vas comprendre mon subterfuge. Je vous ai donné l'exemple du serpent, d'accord? C'est-à-dire qu'au lieu de partir. Bon, maintenant, je vais vous donner l'exemple de la connaissance sans conscience. C'est quoi l'exemple de la connaissance sans conscience? On est des gens, il y a un jeu de cartes, et puis, en gros, ils doivent tirer une carte, et s'ils tirent la bonne carte, ils ont une récompense. Et en faisant des mesures, on s'aperçoit que les gens, avant d'avoir fait leur décision, d'avoir choisi, mais ils sont sur le point de vue. Avant d'avoir fait, le circuit de la récompense se déclenche dans leur cerveau. Qu'est-ce que c'est? Il y a bien une partie naturaliste à l'affaire. En même temps, il y a une partie choix. Et il y a une partie, je dirais, interprétation. Parce que quand tu réfléchis, quand on dit qu'on s'appelle ça sans conscience, tout le monde a la conscience. Il n'y a qu'un problème. C'est que tout à l'heure, je parlais du serpent. Tu vas me dire, ça, c'est réaction du corps, il n'y a pas de problème. Voilà. Bon, maintenant la carte. Une carte, j'ai mordu personne que je sache. En plus de ça, je suis désolée, mais sur les conventions, un 3 de cœur peut rapporter ou peut faire perdre. Donc, ce qui veut dire que avant, dans cet exemple-là, il a bien fallu que précédemment, en dehors de l'expérience, en dehors du cadre de l'expérience, mais précédemment, les gens intègrent le fait que quand ils tirent telle carte, ils vont avoir une récompense. Comment ils ont fait pour intégrer ça? Ils y ont pensé. Quand je vous parle de mutation d'une intentionnalité en l'autre, ça veut bien dire que d'y penser permet aux gens d'influer sur leur système intérieur, naturel, qui va lui-même réagir avant même que la décision soit prise. Donc on a un circuit là qui s'est enclenché en dehors, avant, c'est-à-dire que les gens, on mesure un moment dans le cadre de l'expérience. C'est là où on voit la limite en fait entre l'expérience et l'interprétation. La mesure est merveilleuse, mais l'interprétation se fait dans le cadre de l'expérience. Or, il y a bien eu programmation du corps. Donc, il y a un subtil jeu qu'on ne connaît pas de programmation, déprogrammation. Et ça, c'est par les deux intentionnalités, la mutation de l'intentionnalité en l'autre. Et je pense que
le suprême subterfuge, alors déjà, ça m'évite des questions naturalistiques ou pas, puisque j'ai deux intentionnalités, comme ça la question, de ce point de vue, elle est réglée. Je trouve que ça colle énormément à ce qu'on peut lire, beaucoup plus que ce qu'on connaissait jusqu'ici, et en plus, il y a toujours cette notion de temporalité. Si on reprend mon système d'un circuit, en fait, il y a des vitesses qui ne sont pas les mêmes. Et du coup, on fonctionne à peu près. Ce qui pourrait expliquer les systèmes de filtres qu'on met en place. C'est utile aussi les filtres, parce que même chose, quand il parle de tous les possibles qu'on pourrait envisager, en obsolète, si on avait tous les possibles, on dirait, eh bien, on ne ferait strictement rien. Hein, on ne traverserait pas la rue, ni même pour faire pipi, ni pour autre chose. Donc, il y a un système de filtrage constamment chez nous. Et ce système de filtrage pourrait s'expliquer par des systèmes de vitesse de circulation, vraiment tout simple, c'est assez facile à comprendre. Et puis, il y a des cas exceptionnels. C'est le cas du commandant Russ Stromberg, que raconte Rome, où c'est un pilote de chasse qui est sur son porte-avions, qui doit décoller, et puis l'avion décolle. Il se rend compte qu'il y a un problème, que c'est un problème grave à un moteur. Il a le temps de tester, de se rendre compte que là, il n'y a rien à faire, il doit s'éjecter, mais pas n'importe quand, parce que si s'éjecte trop tôt, il sera écrasé, si s'éjecte trop tard, il ne sera pas. Et d'appuyer au moment où il faut sur le bouton qui chute. Ça a dû durer 8 secondes. Il lui a fallu plus de 20 minutes pour expliquer à peu près l'ensemble des choses qui s'étaient faites. Ce qui veut dire que la notion du temps à ce moment-là, linéaire, doit être mise en cause. Dans le temps vécu de l'action, entendons-nous. Mais en gros, il n'y a pas que ça dans la vie. Il n'y a pas qu'un temps linéaire dans la vie. Et donc, on peut envisager, c'est pas plus idiot qu'autre chose, que d'envisager des temps qui s'imbriquent les uns dans les autres et qui nous permettraient ce système de mutation. Donc, finalement, si je prends un autre vocabulaire que naturalisme et logique, sensualisme et rationalisme, tu n'opposes pas. Non, je n'oppose pas. Système 1 à système 2. D'ailleurs, au Vautrin, on est drôlement embêté parce qu'on a un système 1 et un système 2. Et alors on dit, au système 1, c'est le système dit intuitif, et le système 2, c'est dit la pensée rationnelle qui est plus lente. Et on est drôlement embêté, moi, dans les textes que j'ai trouvés, on ne sait pas comment on fait, comment on passe de l'un à l'autre, il n'y a personne qui m'a expliqué encore. Je propose une explication qui vaut ce qu'elle vaut, mais au moins c'en est une et qui est cohérente. C'est pour ça que c'est un essai. Merci. C'est pour ça que c'est un essai. C'est bien pour ça que c'est un essai. J'attends que les neurosciences avancent suffisamment pour qu'on puisse tester si c'est valable ou pas. Voilà. Mais c'est une hypothèse qui, dans l'état actuel des choses, se défend. Dernière question. Le symbole autour duquel tu as travaillé, peut-il être considéré comme une médiation? Qu'appelles-tu une médiation? Dans quel sens? Entre la personne et, il faut dire, la décision d'action. Entre le décideur et le mouvement où il devient acteur. Puisque tu nous as fait un long commentaire, je veux dire, pourquoi tu nous as fait le long commentaire sur le cavalier? Oui, sur le cavalier. Pourquoi j'ai choisi le cavalier? Et pourquoi tu as choisi d'en faire un long commentaire? Où là, on a plutôt le symbole. Oui. Ah oui, pardon, alors, j'ai voulu faire ça parce que, en fait, à partir de ça, mais ça il faudra le voir, on revient, en fait, j'ai pas eu le temps de montrer, on revient aux questions d'apprentissage, on revient à la question de la formation du décideur, on a toutes les questions de résistance au stress, on a, je ne sais pas si c'est une médiation à proprement parler, mais je crois que ce qu'on peut dire, c'est que c'est vraiment un bon ancrage de réflexion pour savoir ce que, finalement, pour le décideur, donc, je pense que c'est presque pédagogique plutôt qu'autre chose. Bon, ce cavalier-là, alors j'ai pas mis, parce qu'il y a plein de choses que j'ai pas mises dans ce livre, mais il m'a évoqué, je vous recommande d'aller voir les 3 œuvres maîtresses. Le cavalier, le diable et la mort, c'est ce cavalier-là traité différemment, mais c'est extraordinaire, il reprend les mêmes cas. Il y en a
Mélancolia et le Saint-Antoine. Et ces trois tableaux, ces trois gravures, se renvoient les unes aux autres comme des symboles. Et je vous signale qu'il y a un miroir bien clair dans Saint-Antoine. Les autres, je ne peux pas dire, mais où, dans Saint-Antoine, j'en ai repéré un bon. Après, c'est pas facile de trouver le miroir. J'en ai au moins un que je pourrais vous montrer. Donc, je pense que quand tu parles de médiation, c'est la manière de créer, enfin, j'aime pas trop dire ça comme ça, mais d'avoir un discours sur la manière dont les choses se font. Donc, est-ce qu'on peut dire une médiation ou est-ce qu'on peut dire une forme d'ancrage à partir duquel on peut, ou un axe, un axe de réflexion à partir duquel on peut effectivement décliner les différentes caractéristiques du décideur telles qu'on les attend dans l'organisation. Je pense que ça serait... C'est une forme de médiation, c'est une médiation intellectuelle. En fait. D'accord. Et de ce point de vue-là, oui, je pense que c'en est une très bonne. D'accord. Merci Anne. Merci beaucoup. Voilà, et merci d'être venu pour écouter ce propos sur un essai un peu... C'est un essai.